Alors que le combat s'intensifie, il affronte la chef ennemie dans un affrontement brutal, manquant de peu de lui porter un coup fatal, jusqu'à ce que, dans un retournement de situation inattendu, elle se rende avant qu'il ne puisse donner le coup final. Alors que sa voix résonne à travers le tumulte, il se rend soudain compte qu'il s'agit d'une femme. Après avoir retiré son casque, il observe ses traits avec surprise. Elle implore la miséricorde, laissant Jin-Woo stupéfait de voir que celle qui avait déclenché la bataille supplie maintenant pour sa vie. Il lui répond alors froidement, soulignant qu'il a déjà éliminé tous ses compagnons. Impassible, elle insiste sur le fait qu'il est du devoir inévitable des chevaliers de protéger leur seigneur à tout prix, convaincu que sa propre sécurité est le fondement de la prospérité de son peuple. Pour lui cependant, son argument ne ressemble à rien d'autre qu'à un discours égocentrique. Indifférent à ses supplications, il se retourne pour partir, mais lorsqu'il regarde en arrière, elle fonce de nouveau sur lui. Mais avant que son attaque ne puisse l'atteindre, Tusk intervient pour le protéger. Déconcerté, il exige de savoir ce qu'elle compte faire et elle supplie une fois de plus pour sa vie, promettant de faire tout ce qu'il demandera. La scène change brusquement pour une île isolée, où une sinistre fourmi volante s'est infiltrée dans la zone, semant la destruction sur son passage et massacrant tous ceux qu'elle rencontre. De retour au château démoniaque, la jeune fille se présente comme Eso, la fille aînée de la famille Hajiro. Jin-Woo, cependant, commente que ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Il espérait en apprendre davantage sur le système avec elle, tout comme il l'avait fait avec Baruka, le chef des elfes de glace. Et il la presse en lui demandant si elle est tourmentée par des voix lui ordonnant de tuer des humains. Eso nie cela, admettant plutôt qu'il y avait un ordre différent, celui de protéger l'espace. Intrigué, Jin-Woo demande quand cet ordre a commencé. Elle avoue que tout a commencé au moment où elle est arrivée ici, et, lorsque Jin-Woo la presse sur l'endroit où elle se trouvait auparavant, elle répond qu'elle était dans le royaume démoniaque et que tous ne se sont retrouvés ici qu'après avoir repris conscience. Intrigué, il se demande à voix haute ce qu'il faisait dans le royaume démoniaque. Soudain, quelque chose d'étrange se produit. Elle commence à agir de manière robotique. Sa voix devient monotone alors qu'elle explique qu'il se préparait à la guerre. Lorsqu'il lui demande contre qui il se préparait à se battre, elle révèle que c'était contre un ennemi redoutable, si puissant que les démons ont dû s'unir pour avoir une chance, et qu'ils étaient sur le point d'affronter cet adversaire redoutable. Mais dès qu'elle commence à donner plus de détails, un message d'erreur sort soudainement de sa bouche, annonçant que les détails sont confidentiels, et que la conversation est désormais verrouillée. Avant qu'il ne puisse insister davantage, elle s'évanouit et Jin-Woo la rattrape rapidement, réalisant qu'il ne peut plus obtenir d'informations supplémentaires. La scène se déplace alors vers une réunion à l'association des chasseurs. Les autorités examinent des photos de la récente attaque de la fourmi volante sur les îles périphériques japonaises, et Jinchu rapporte que l'attaque a fait un total de 294 victimes, avec 108 chasseurs ayant pris part au combat. Parmi les morts se trouvaient 4 chasseurs de rang E, 1 de rang C et 1 de rang B. Gogan-hee est stupéfait qu'un seul monstre puisse causer autant de dégâts. Et Jinshu ajoute que la créature a finalement été abattue par un chasseur de rang S arrivé sur les lieux. Goguni en déduit que les fourmis ailées doivent posséder une force de rang S, un fait confirmé par Jinshu, qui cite les découvertes du département d'enquête après avoir disséqué le monstre. Goguni fait alors remarquer que l'île attaquée se trouve à seulement 120 km de l'île de Jeju, avertissant que si ces fourmis développent des capacités de vol encore plus grandes, elles pourraient facilement atteindre l'extrême sud de leur nation. Il demande immédiatement de l'aide au Japon, et demande à ce que les pays voisins soient alertés. Il déplore que la menace inévitable soit arrivée. Il voulait attaquer en premier pour éviter des pertes, mais il semble qu'il soit déjà trop tard. Déterminé, il déclare que la 4e mission d'assaut sur l'île de Jeju est officiellement lancée. De retour au château démoniaque, Eso s'excuse auprès de Jin-Woo d'avoir soudainement perdu connaissance. Il lui demande gentiment si elle va bien, et elle le rassure, affirmant que tout va bien, allant même jusqu'à lui demander s'il s'est inquiété. Il admet qu'il s'est effectivement inquiété. Il demande alors si sa maison est proche. Eso indique une maison juste devant eux et ils y entrent. À l'intérieur, son père est surpris par la visite inattendue et se demande si elle n'a pas remarqué les innombrables troupes surgissant silencieusement de son ombre. Jin-Woo remarque avec appréciation que le père d'Eso est très perspicace, mais bientôt les forces du père d'Eso les encerclent, déclarant qu'ils ne le laisseront pas sortir vivant. Eso intervient, suppliant son père de reculer, tandis que Jin-Woo rappelle calmement à son père qu'il a promis à Eso de ne blesser personne, tant qu'il en recevrait la permission. Ayant entendu que Jin-Woo a vaincu à la fois Vulcan et Metus, son père est convaincu que Jin-Woo n'est pas un adversaire qu'ils peuvent battre. À contre-cœur, il accorde la permission, ordonnant à Jin-Woo de partir. Puis, avec une audace inattendue, Jin-Woo demande s'il pourrait aussi emprunter sa fille. Effrayé, son père exige une explication. Alors Jin-Woo explique qu'Eso avait mentionné plus tôt qu'elle connaissait l'emplacement des permissions à tous les étages.
Son père lui demande alors si Jinwoo peut garantir la sécurité de sa fille, ce à quoi il promet que oui. Satisfait, le père accepte l'accord, ce qui pousse Jinwoo à demander à Eso de le guider. Ailleurs, on voit des scientifiques occupés à disséquer la fourmi volante, examinant chaque détail avec beaucoup de soin. De retour au château, Jinwoo poursuit son ascension régulière à travers les étages, et se retrouve bientôt au 89e étage. Là, il remarque qu'Igris et Tank ont tous deux gagné un niveau, l'un portant désormais le titre de chevalier d'élite, tandis que l'autre n'est qu'un chevalier. Il réfléchit alors que l'un d'eux rivalise désormais avec la force d'un aventurier de rang S, tandis que l'autre est comparable à un aventurier de rang A. Pendant ce temps, Eso a préparé plusieurs cadeaux pour les nobles des étages supérieurs, dans l'intention de négocier des autorisations grâce à ses offrandes. Mais Jinwoo rejette la nécessité de tels pots de vin. Eso le prévient alors que les étages au-dessus du niveau 90 sont gérés par des nobles de haut rang, à un niveau complètement différent de ceux qu'il affrontait jusqu'à présent. Ainsi, obtenir des autorisations simplement en discutant sera extrêmement difficile. Jinwoo acquiesce, commentant sans détour que personne ne prend la peine de discuter avec ceux qu'il considère comme faibles. Il rappelle que sa famille est engagée dans une compétition féroce avec d'autres nobles démons, et promet qu'il élèvera sa famille, pour qu'elle devienne la plus puissante de ce royaume. Ezio lui demande alors pourquoi il a épargné sa famille, et Jinwoo répond franchement que c'est parce qu'il l'aime bien, la faisant rougir et se sentir gêné. Jinwoo réfléchit qu'il s'entend vraiment bien avec des gens simples comme elle et Digno, puis il dit à Ezio de rentrer chez lui maintenant. Il lui rappelle qu'elle vient de prévenir que les choses allèrent devenir difficiles à partir de maintenant, et il ne veut pas l'entraîner dans le danger. Mais avant qu'elle ne parte, il lui demande de révéler les emplacements de la permission. Nerveuse, elle se demande si elle lui est inutile, mais il lui assure que ce n'est pas le cas. En réalité, il pense qu'il ne serait pas prudent pour elle de continuer à l'accompagner. Toujours déterminée à le suivre et à être témoin de ses exploits, elle insiste pour l'accompagner. Il accepte alors et ensemble, ils montent au 90e étage. Là, Jinwoo combat les monstres qui s'avancent et se rend compte qu'Ezio avait raison. Autant la force que le nombre absolu de monstres dans cette zone dépasse de loin ceux des niveaux inférieurs. Cependant, il parvient à progresser sans grande difficulté jusqu'à finalement atteindre le 97e étage. La scène se déplace alors vers la guilde des Hunters, où l'on apprend que Monsieur Choi ainsi que Chae ont reçu une convocation pour la 4e expédition sur l'île de Jeju. Monsieur Choi révèle que tous les chasseurs de rang S du pays ont été mobilisés, et Chae se demande si cela signifie que Jinwoo sera également impliqué. Il lui annonce alors qu'ils vont coopérer avec le Japon cette fois-ci, car les fourmis volantes menacent aussi cette région. Chae demande quand l'attaque commencera, mais aucun horaire précis n'a encore été décidé, bien qu'il pense que cela débutera bientôt, car les chasseurs de la guilde géante du Japon doivent arriver dans leur pays aujourd'hui même pour discuter de la situation. Pendant ce temps, on voit Jinwoo au 100e étage du château démoniaque, où il aperçoit un wyvern tournoyant au-dessus de lui. La créature atterrit, et montée sur elle se trouve nul autre que le seigneur démon Baran. Jinwoo est impressionné par l'aura écrasante qui émane de Baran et se demande s'il a la moindre chance de le vaincre. Il est paralysé par la peur en voyant le monarque démoniaque, et Jinwoo comprend qu'il doit d'abord faire tomber Baran de sa monture, car affronter un adversaire dans les airs serait bien trop difficile. Baran s'envole alors vers le ciel, invoquant des démons pour attaquer Jinwoo. Ezio panique, ne sachant pas quoi faire. Et Jinwoo convoque rapidement son armée, désormais renforcée par sa maîtrise du pouvoir du monarque. Ensemble, ils affrontent les démons invoqués et les éliminent facilement, ce qui émerveille Ezio devant la puissance de Jinwoo. Pourtant, elle reste incertaine quant à savoir s'il pourra finalement l'emporter contre Baran, puisqu'il n'est qu'un envahisseur. Et elle se demande de quel côté elle devrait finalement se ranger. Baran libère alors un torrent d'éclairs qui s'abat du ciel dans une attaque de zone dévastatrice, décimant les soldats de Jinwoo et drainant une grande partie de sa mana. Ezio est presque prise dans la tempête, mais Jinwoo la protège rapidement. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un éclair ordinaire, mais d'une attaque à longue portée avec un effet d'étourdissement. Bien qu'il sache que ses soldats peuvent être ressuscités, des frappes répétées comme celle-ci vont rapidement épuiser ses PM. Déterminé à agir avant que ses ressources ne soient complètement épuisées, il active ses compétences de sprint et de furtivité pour foncer vers Baran et viser son wyvern. Cependant, Baran bloque son attaque sans effort et Jinwoo est surpris que sa furtivité ait été détectée. Baran projette alors Jinwoo violemment au sol et attaque avec un souffle électrique téléguidé. Jinwoo esquive l'attaque, mais il est intercepté par Tank qui le sauve à la dernière seconde. À ce moment-là, Inglis intervient et tranche la tête du wyvern, faisant tomber Baran avec fracas. Jinwoo pousse un soupir de soulagement, heureux que le seigneur démon ait été forcé de descendre au sol, car il commençait à se lasser de devoir toujours lever les yeux.
La scène se déplace alors vers une autre association de chasseurs, où une réunion est en cours avec Goto Ryuji, le maître de la guilde Drowsword, accompagné de son interprète, Ankawa. Goguni explique que la guilde Drowsword est l'une des plus grandes du Japon, comptant 11 chasseurs de rang S, et étant la deuxième plus grande guilde d'Asie. Il commande que Goto dégage une aura inspirante, et qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation légendaire. Ankawa remercie alors l'association d'avoir accepté leur proposition de former une équipe d'attaque conjointe. Goguni, ne voulant pas attirer l'attention, lui demande de ne plus en parler, car après tout, c'est eux qui ont demandé du soutien en premier. Ankawa explique alors que leurs recherches, basées sur les informations recueillies et la dissection des fourmis ailées, ont révélé 2 points cruciaux pour la mission. Premièrement, les fourmis volantes grandissent rapidement après l'éclosion, mais n'ont qu'une espérance de vie d'1 an, ce qui signifie que si la reine est tuée, le reste mourra en moins d'1 an. La deuxième découverte clé concerne le comportement des fourmis. En se basant sur les rapports de 3 missions d'attaque précédentes, les chercheurs ont découvert que les fourmis sont fortement attirées par une puissante énergie magique. Inkawa commente que cette caractéristique sera cruciale pour élaborer une stratégie lors de la prochaine mission. Et Goguni est d'accord, notant qu'ils ont analysé les mouvements des fourmis avec une précision remarquable. Ankawa traduit alors pour Goto, expliquant que leur guilde prévoit d'envoyer 10 de ses 11 chasseurs de rang S, tous chargés d'attirer les fourmis, tandis que les chasseurs coréens sont censés éliminer la reine fourmi. Shinju exprime alors quelques réserves, soulignant que cette stratégie pourrait forcer les chasseurs japonais à affronter de front des milliers de fourmis. Goto cependant reste serein, car ces chasseurs ne feront office que d'appât au lieu de s'engager dans un combat total. Et leur simulation d'IA confirme que c'est le plan idéal, et Goguni est d'accord avec le plan. De retour au château démoniaque, l'armée de Jinwoo poursuit sa bataille féroce contre les démons, et Jinwoo lui-même se bat sans relâche. Il trouve à peine le temps d'avaler une potion de mana avant de remarquer que ses PM diminuent rapidement. Nous voyons alors Ingris, Iron et Tank engagés dans un combat contre Baran, qui semble bloquer sans effort toutes les attaques reçues, y compris le coup de Jinwoo lui-même. Et dans un moment brutal, Baran attrape Jinwoo par la tête, prêt à en finir avec lui. Cependant, Ingris intervient, interceptant l'épée de Baran, et Jinwoo en profite pour trancher l'une des mains de Baran, tandis qu'Ingris poignarde l'autre, et l'armée d'ombre de Jinwoo retient le démon. En représailles, Baran libère un autre souffle électrique qui élimine une grande partie des forces de Jinwoo, le laissant alarmé alors que ses PM atteignent des niveaux critiques. Impassible, Baran invoque ses lames et affronte Jinwoo dans un échange rapide de coups. Le duel à grande vitesse voit Baran prendre progressivement le dessus sur Jinwoo, allant même jusqu'à le désarmer. Alors que Baran tente de lancer un souffle électrique final, Jinwoo saisit ses bras. À ce moment-là, Baran attaque de nouveau avec son souffle électrique, mais dans un retournement soudain, Ezio lance sa lame pour détourner son attention. Profitant de l'occasion, Jinwoo canalise le pouvoir de la main du souverain, et, dans une démonstration de force brute, il arrache les bras de Baran. Refusant d'abandonner, Baran tente une fois de plus de libérer un souffle électrique, mais Jinwoo riposte avec un uppercut dévastateur qui arrache la tête du démon de son corps, le vainquant une bonne fois pour toutes. Jinwoo collecte alors l'âme de Baran, complétant ainsi sa mission de collecte d'âmes, et ordonne à Ezio d'informer son père que la famille Hageru est désormais destinée à atteindre le sommet des rangs dans cette tour. Jinwoo a enfin acquis le sang purifié du monarque démon, et avec cet ingrédient crucial, il possède maintenant tous les ingrédients clés nécessaires pour préparer l'insaisissable élixir de vie. Et ainsi, avec la tête de Baran roulant à terre, Jinwoo obtient enfin le dernier ingrédient pour l'élixir de vie. Une victoire épique au château démoniaque, mais qui laisse des questions en suspens. L'aide inattendue d'Ezio a été cruciale, mais quel sera l'avenir d'elle et de sa famille maintenant que Jinwoo a promis de les élever? Alors que notre héros se rapproche de la guérison de sa mère, la menace des fourmis sur l'île de Jeju grandit, avec un plan risqué en cours entre la Corée et le Japon. Jinwoo, maintenant rang S et dont la puissance ne cesse de croître, participera-t-il à la bataille? Le voyage continue. À ton avis, que fera Jinwoo? Utilisera-t-il l'élixir ou se préparera-t-il pour l'île de Jeju? Et quelles sont tes attentes pour la bataille contre les fourmis? Laisse ta théorie juste en dessous. Si tu as vibré à chaque combat, chaque stratégie et chaque révélation, laisse un like pour soutenir la chaîne. Partage avec tout le monde qui doit voir ça, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes palpitantes de Sung Jinwoo. La prochaine vidéo promet la préparation pour la guérison et la tension avant Jeju. Ne rate pas ça.